Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel entretien de l'Observatoire des conflits gelés, nous allons évoquer une affaire diplomatique récente avec un contenu politique, idéologique et militaire. Une crise qui semble terminée, mais peut-être pas pour autant résolue. Donc, crise du Golfe, une fin sans résolution. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Soubrier. Donc, Emma Soubrier est docteur en sciences politiques. Sa thèse a porté sur les politiques de défense du Qatar et des Émirats. Elle est actuellement, entre autres, chercheuse associée à l'Université Côte d'Azur. Sur le papier, la crise du Golfe n'aura duré que 4 ans, de 2017 à 2021. En 2017, 3 pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que leur allié égyptien, l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi, décident d'isoler et de sanctionner le Qatar. 4 ans plus tard, l'Égypte et l'Arabie saoudite se réconcilient avec le Qatar. Et lors de la Coupe du Monde à Doha, on a vu les dirigeants saoudiens et qataris plus proches que jamais. Alors Emma, première question, peux-tu nous rappeler ce qui s'est vraiment passé en 2017, ce qui était vraiment reproché au Qatar en 2017? On sait que dès 2011, le Qatar et ses voisins n'ont pas adopté la même position face au printemps arabe. Mais une ligne a été franchie en 2017 par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, dit MBS, et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Et pour en venir à ce qui s'est passé, en fait, ce qui est reproché au Qatar en 2017, je pense que ce qui est important, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est de noter qu'à partir de 2011, le positionnement du Qatar sur la scène régionale est assez différent de celui de ses voisins. Si on remonte à 2011, on voit par exemple que sur le théâtre syrien, c'était intéressant de voir le positionnement sensiblement différent de l'Arabie saoudite et du Qatar, au sens où ils soutenaient tous les deux des opposants au régime de Bachar al-Assad, mais pas nécessairement les mêmes groupes. Après, de manière notable, le Qatar d'une part et les Émirats et l'Arabie saoudite d'autre part n'ont vraiment pas soutenu les mêmes groupes sur le théâtre égyptien et libyen, évidemment. Et cette situation, elle va s'empirant en fait de 2011 à 2013 quand on a le coup militaire en Égypte. Et à partir de 2013, on sent vraiment que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, du fait d'avoir réussi à imposer leur grille de lecture et leur agenda contre-révolutionnaire, on a presque l'impression qu'en fait, ils leur poussent des ailes en termes de vouloir imposer vraiment leur grille de lecture sur la région. En mars 2014, on a une première crise diplomatique assez notable puisque l'Arabie saoudite et les Émirats et Bahreïn retirent leurs ambassadeurs du Qatar. Et ça se fait dans un contexte où il est important aussi de rappeler qu'au Qatar, en 2013, il y a un changement à la tête de l'État. Donc très vraisemblablement, ce qui se joue à ce moment-là, en 2014, outre le fait que l'agenda contre-révolutionnaire émirien et saoudien est en train de remporter la mise, en gros, sur la scène régionale, il y a peut-être un effet d'opportunité de se dire que comme il y a un nouveau leadership au Qatar, le Qatar est plus vulnérable. Donc ce qui est reproché au Qatar en 2014 comme en 2017, c'est son soutien aux frères musulmans sur la scène régionale. Par ailleurs, la proximité entre le Qatar et l'Iran lui est également reprochée. Et ce qu'on entend en 2017, alors c'était moins clair en 2014, c'est que le Qatar soutient carrément, entre guillemets, des groupes terroristes. Et donc, pourquoi est-ce que ce reproche est fait? C'est le fait que le Qatar ait notamment soutenu le front Al-Nosra en Syrie. Donc, il y a effectivement des proximités, pour ainsi dire, avec des groupes terroristes. On voit des dérives de groupes sur le théâtre syrien qui sont donc affiliés effectivement à des groupes terroristes. Et par ailleurs, et ça se joue davantage en 2017, le Qatar a également payé une rançon en fait pour récupérer des otages qataris qui avaient été capturés, me semble-t-il, en Irak. Enfin, bon, du coup, ils ont négocié avec des terroristes et ils ont payé un groupe terroriste pour libérer des otages.
Donc voilà, donc en fait, on a à la fois le soutien aux frères musulmans, la trop grande proximité avec l'Iran, ce qui est considéré comme effectivement un soutien au terrorisme. Après, peut-être qu'on pourra y revenir, mais la définition du terrorisme par le Qatar et les Émirats et l'Arabie n'est pas la même. Et également, aussi en filigrane, il y a vraiment tout ce qui a porté la politique d'influence et de puissance du Qatar sur la scène régionale, à savoir son arme médiatique avec Al Jazeera, le fait que c'est vraiment un micro-État qui se fait plus gros que le bœuf, avec remporter l'organisation de la Coupe du Monde, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble de qui est ce petit État qui se permet de projeter une telle influence sur la scène internationale, enfin régionale et internationale, et en plus le fait selon une grille de lecture qui est complètement contraire à la nôtre, quoi. Alors, au-delà de ces différences politiques que tu viens de rappeler, et avant même la montée en puissance de ce petit émirat qui tirera profit de ses ressources en gaz surtout, peut-on dire que le différend remonte en partie à l'indépendance du Qatar en 1971? Enfin, qu'il y a vraiment une portée vraiment historique à ce différend. Oui, pour replacer ce que je disais dans un contexte un peu historique, un peu plus long, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on assiste, dans le cas du Qatar, mais qui a été également largement le cas en fait des Émirats arabes unis, donc les Émirats arabes unis et le Qatar deviennent tous les deux indépendants en 1971. En fait, de 1971 à la bascule régionale qui se joue avec l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein, dans un contexte où par ailleurs on est sur la fin de la guerre froide, etc., des débuts des années 80, enfin en 90. En fait, de 71 à 90, la stratégie de l'ensemble des petits États du Golfe, c'est vraiment d'être sous parapluie saoudien, d'être dans un alignement de la politique étrangère et de la politique de sécurité vraiment calquée sur le grand voisin saoudien. Et on a vraiment une bascule en réalité, non pas en 71 comme tu me le demandes, mais véritablement plutôt dans les années 90. Parce qu'en fait, se passe dans les années 90, on a une convergence de facteurs, où un des facteurs, c'est que en fait, l'ensemble des petits États du Golfe, donc tous ceux qui sont au sein du Conseil de coopération du Golfe avec l'Arabie saoudite, se rendent compte avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein qu'ils ne sont pas protégés par cette seule alliance avec l'Arabie saoudite. Donc se joue quelque chose dans les années 90 de vouloir sortir de l'ombre du grand voisin saoudien. C'est particulièrement le cas pour le Qatar parce qu'en fait, au début des années 90, il y a un différend territorial en fait. À la frontière, il y a des accrochages entre les troupes saoudiennes et qataries parce que l'Arabie saoudite cherche à grignoter un bout du terrain du Qatar. Et en fait, il se joue quelque chose de majeur à ce moment-là parce que c'est la première fois que un petit État du Golfe, vraiment, en fait, au lieu de s'écraser et de laisser l'Arabie saoudite prendre le bout de territoire sur lequel elle a des prétentions, il envoie en fait ses troupes à la frontière pour vraiment montrer que, ben non, ici c'est notre territoire, voilà. Donc il y a cet enjeu de sécurité, mais il y a également, à partir des années 90, vraiment porté par l'émir Mohamed, pardon, pas Mohamed justement, Hamad Ben Khalifa, et surtout à partir de 95, donc quand il arrive à la tête de l'émirat du Qatar, une volonté de projeter en fait son image et son influence partout dans le monde. Voilà. Donc là encore, pour sortir de l'ombre du voisin saoudien. Alors, tu as évoqué les partis pris politiques divergents, dont on a pu percevoir une illustration en Égypte, comme tu l'as rappelé, puisque le Qatar a soutenu le président frère musulman Mohamed Morsi, là où les Émirats et l'Arabie saoudite ont soutenu le coup d'État de l'armée et l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. Mais n'y a-t-il pas aussi ce que l'on appelle finalement des rivalités de puissance, ou en l'occurrence des rivalités de petite puissance? Je pense au Qatar et aux Émirats. Oui, tout à fait. Parce que du coup, se joue, comme je le disais à l'instant,
le même type de stratégie qui se met en place au début des années 90 par le Qatar. On observe la même chose aux Émirats arabes unis. Donc là, on parle davantage, on a davantage parlé du Qatar, mais en fait, aux Émirats se jouent un peu les mêmes enjeux au début des années 90. Donc c'est largement porté par Mohammed Ben Zayed, en l'occurrence, aux Émirats, avec une stratégie qui est sensiblement différente du Qatar, puisque le Qatar axe sa stratégie sur la médiation, la diplomatie publique et le soft power, alors que dès les années 90, les Émirats sont beaucoup plus axés sur la défense du territoire, la défense, les forces armées, et donc beaucoup plus tout le hard power. Et donc, en fait, ce que tu as à ce moment-là, c'est que ces deux États sont vraiment en tête de file de la contestation de la puissance saoudienne dans la région, de la prééminence saoudienne au sein de la péninsule arabique, sachant encore une fois quand même que c'est une stratégie de survie pour ces États, pas juste vis-à-vis de l'Arabie saoudite, mais aussi, voire surtout, vis-à-vis de l'Irak et de l'Iran dans la région. Mais du coup, ce qui se joue à ce moment-là, c'est que, alors qu'ils montent tous les deux en puissance, effectivement, qu'ils ont des rivalités de puissance quasiment avec le grand voisin saoudien, ils commencent aussi à avoir des rivalités de puissance entre eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, une des grilles de lecture qu'on peut avancer sur pourquoi est-ce que, en fait, le Qatar et les Émirats sont des États qui ont des problématiques à la fois internes et externes et qui sont extrêmement similaires. Et néanmoins, au début des années 90, ils mettent en place ces stratégies qui sont tout à fait différentes. Bon, pour tout un tas de raisons. Bon, ça demanderait tout un développement. D'ailleurs, j'ai écrit toute une thèse sur la question. Mais un des aspects de pourquoi est-ce qu'ils se positionnent différemment, c'est presque ce qu'on pourrait... on peut faire référence au concept freudien, en fait, du narcissisme de la petite différence. C'est-à-dire qu'ils sont tellement similaires qu'en fait, ils axent partiellement leur stratégie sur des enjeux d'influence différents parce qu'ils sont tellement similaires qu'ils ont besoin de se dissocier, se différencier l'un de l'autre. Donc effectivement, tout ça pour dire que tu as tout à fait raison sur le fait que la rivalité de puissance, elle se joue vis-à-vis des gros de la région, mais aussi, voire surtout, en fait, entre eux. Alors, depuis la fin de cette crise en 2021, tu as évoqué effectivement les succès entre guillemets de la stratégie contre-révolutionnaire de l'Arabie saoudite et des Émirats, mais on a l'impression que le Qatar euh, euh, a mis de l'eau dans son vin en termes de politique étrangère dite subversive, jusqu'à un certain point. Est-ce que le Qatar soutient moins les frères musulmans et les oppositions arabes en général qu'avant, par exemple? C'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas dissocier une réponse à cette question de observer qu'est-ce qui s'est en réalité joué sur la scène régionale. Et donc, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, on a, à partir de 2013, on a vraiment une bascule. C'est le début de la contre-révolution, de l'installation d'un nouveau système régional qui est quand même très, très porté par les idées des Émirats et de l'Arabie saoudite. Pas sur l'ensemble des sujets, évidemment, mais bon, dans de nombreux pays. Donc il y a un peu un principe de réalité, en fait, pour le Qatar, où en fait, c'est pas nécessairement qu'il a subi tellement de pression qu'il arrête. C'est que, bon, il y a un principe de réalité à un moment où s'il n'y a pas trop de chances de succès à soutenir typiquement les frères musulmans en Égypte post-2013, c'est une stratégie perdante. Ça aurait été une stratégie perdante pour le Qatar. Après, ça c'est valable en Égypte, c'est valable sur d'autres théâtres, mais c'est aussi assez intéressant de regarder ce qui s'est joué en Libye, parce qu'en l'occurrence, en Libye, certes, le Qatar soutient en fait toujours les frères musulmans, mais ce qui est intéressant, c'est que le Qatar et la Turquie derrière se placent du côté de qui soutiennent les Nations Unies en Libye. Et donc du coup, finalement, c'est les Émirats qui se retrouvent dans l'opposition d'une certaine manière, en soutenant le maréchal Haftar et en soutenant l'opposition aux frères musulmans en Libye. Donc du coup, si on voit bien, en ne citant que ces deux exemples, que la position
du Qatar, bon, il y a ce principe de réalité et des effets d'opportunité qui restent comme dans un pays comme la Libye, et où en fait le Qatar est tout à fait aligné si on peut parler de communauté internationale, en tout cas le Qatar est du côté des Nations Unies en Libye. Et donc je pense que c'est assez intéressant de concilier en fait les deux pour répondre à cette question. C'est de voir que dans certains pays, de toute façon, il y a une telle instauration d'un verrou sécuritaire qui est très largement porté par la vision émirienne et saoudienne, ce qu'on voit particulièrement en Égypte, ça c'est une chose. Et sur d'autres théâtres, en réalité, le Qatar était du côté de ceux qui ont été soutenus par les Nations Unies et qui sont restés soutenus par les Nations Unies. Ah oui, effectivement, c'est important de rappeler. On peut aussi prendre l'exemple du Yémen, où les Émirats ne soutiennent pas forcément l'ordre politique en place, puisqu'ils ont soutenu les séparatistes sudistes. Alors, bizarrement, et alors que le Qatar paraissait en position de faiblesse, du moins à l'échelle du Conseil de coopération du Golfe, puisqu'ailleurs il pouvait compter sur le soutien turc, et aussi parce que des puissances comme Washington et Moscou, bien sûr, ainsi que Téhéran, ne l'ont pas particulièrement montré du doigt dans le cadre de cette crise, il n'a pas vraiment cédé aux exigences de ses voisins saoudiens et émiriens. Bon, on a affaire tout au plus à de la prudence, mais si on se rappelle un peu cette liste de conditions imposées par les Émirats et l'Arabie Saoudite, dont la fermeture d'Al Jazeera, etc., le Qatar n'a pas vraiment cédé finalement. Ah bah non, non, absolument pas. Après, on a pu lire ici et là que la crise du Golfe avait été une forme de succès pour le Qatar. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette expression, avec cette idée que c'était un succès pour le Qatar, au sens où je pense on a tendance à oublier l'impact que ça a eu sur les populations du Golfe et à quel point ça a quand même mis à mal une identité khaliji, donc une identité du Golfe, qui était quand même très largement portée jusqu'alors par l'appartenance justement au Conseil de coopération du Golfe. Et on a vraiment cette communauté qui se retrouve, qui s'identifie comme notamment Khaliji dans la région. Ça a été, je pense que les consciences des populations, enfin, ça va mettre du temps avant de complètement se résorber, parce que quand on pense au fait qu'aux Émirats particulièrement, le tout soutien au Qatar a été criminalisé pendant un temps, c'est quand même allé très très loin dans les tensions et de ce que ça a représenté en termes d'impact sur les populations. Donc, néanmoins, donc, sans aller jusqu'à dire que ça a été un véritable succès pour le Qatar, c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est à quel point le fait de résister à ces pressions des voisins, ça a été véritablement un enjeu de souveraineté en fait pour le Qatar. Et d'ailleurs, je pense que c'était pas du tout l'effet escompté des voisins saoudiens et émiriens, mais cette crise, ça a vraiment consolidé une identité nationale qatari qui s'est vraiment soudée derrière le jeune émir Tamim. Ce qui, en réalité, ça a beaucoup fait pour le nationalisme qatari, cette crise. Donc ça, c'est un point qui est important. Et du fait que c'était justement un enjeu de souveraineté, en fait, c'est ce qu'on a dit, mais dès le départ, en fait, quand la liste des exigences des voisins commence à être connue, il semble évident qu'en fait, accéder à toutes ces demandes, ça aurait été peu ou prou abandonner sa souveraineté et se faire complètement le vassal de ses voisins, en réalité. En particulier quand on pense à, tu viens de mentionner, la fermeture d'Al Jazeera, mais c'était de l'ordre de l'impensable, en fait, pour le Qatar. Al Jazeera, qui est vraiment un bras armé de l'influence médiatique et le soft power qatari depuis le milieu des années 90, fermer Al Jazeera, ça aurait été faire complètement carpette devant les voisins et donc renoncer tout simplement à la souveraineté qatari. Donc l'enjeu était tel que effectivement, c'était pas possible en fait d'y accéder. En revanche, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées de l'évolution de l'échiquier régional,
en fait, le Qatar a appliqué un principe de réalité et un effet d'opportunité sur la Libye, typiquement. Sa position, comme tu l'as souligné, a été également vraiment favorisée par le fait que ceux qui auraient pu prendre parti et ceux dont ça aurait eu un poids énorme qui prennent parti ne l'ont pas fait. Donc effectivement, la Russie et les États-Unis, mais aussi l'Europe, parce que je pense que l'acteur européen compte aussi beaucoup dans la région, et donc la non-prise de parti des pays européens a aussi joué beaucoup. Et le fait que, y compris au sein du Conseil de coopération du Golfe, le Koweït et Oman aient refusé de se positionner également. Donc, cette convergence, il y a eu une convergence à la fois de la neutralité d'un certain nombre d'acteurs au sein de la région et à l'extérieur de la région, et tout ce que j'ai dit sur principe de réalité, effet d'opportunité, et je terminerai par là sur ce qui s'est joué en 2021. Évidemment, ce qui se joue, c'est que tout d'un coup, en 2020, il y a également la pandémie. Et en réalité, la pandémie du Covid, par rapport de la Covid, je crois qu'on dit, pardon, en français, mais la pandémie, elle a tout d'un coup remis au cœur des agendas politiques de ces pays, comme de l'ensemble des pays de la planète, en réalité, des considérations d'enjeux de sécurité humaine, d'enjeux de sécurité sanitaire, d'enjeux de sécurité alimentaire, etc., qui sont en fait des enjeux auxquels on ne peut répondre qu'à travers davantage de coopération plutôt que de compétition. Et donc on voit bien à partir de 2020, là encore un principe de réalité, mais qui là s'appuie sur que se passe-t-il dans le reste du monde et ce à quoi on est véritablement en train de faire face à ce moment-là, qui sont en fait des enjeux auxquels on a besoin de répondre en commun. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en 2020, avant même que la crise se termine, il y avait une multiplication d'échanges multilatéraux au sein du Conseil de coopération du Golfe sur ces questions-là, justement, de comment fait-on face à la pandémie, comment est-ce qu'on s'organise, donc de mise en commun des enjeux de sécurité alimentaire et d'enjeux sanitaires surtout. Alors, le rapprochement à partir de 2021 entre l'Arabie Saoudite et le Qatar paraissait assez fluide, presque même sincère, hein, surtout si on ajoute à cela les images de la Coupe du Monde à Doha avec le prince héritier saoudien et l'écharpe du Qatar. Mais on a l'impression que le rapprochement entre le Qatar et les Émirats était un peu plus compliqué. Alors on a vu certes récemment un BZ se rendre à Doha, mais on a l'impression que ça a été un peu plus compliqué que pour les autres. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui un rapprochement entre ces deux pays? Et qu'est-ce que cette visite récente de MBZ à Doha nous dit de la politique émirienne? Alors c'est la question. Je pense que c'est vraiment le nœud du problème. Effectivement, enfin, c'est un peu ce que je laissais entendre en filigrane tout à l'heure quand je disais qu'il y avait cette rivalité qui s'est notamment appuyée sur ce narcissisme de la petite différence. Après, évidemment, comme on l'a mentionné, depuis 2011 et pendant quasiment 10 ans, sur la scène régionale, on a vu les rivalités politiques entre soutien aux frères musulmans et opposition quasiment épidermique aux frères musulmans de la part des Émirats arabes unis. Donc effectivement, comme tu le soulignes, il y a quand même une animosité et une divergence fondamentale de stratégie et de vision de ces deux États qui fait que leur posture semble un peu plus irréconciliable. A fortiori, vu que le Qatar n'a pas franchement mis beaucoup d'eau dans son vin, enfin l'a fait, mais selon d'autres, à mon sens, à cause d'autres raisons que juste la pression émirienne. Mais je pense que ce à quoi on est en train d'assister, il y a plusieurs grilles de lecture et je pense que c'est toujours difficile de commenter l'actualité au moment où elle a lieu. On peut formuler des hypothèses évidemment, mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a premièrement
peut-être le plus important, c'est que là aussi, il y a un principe de réalité, qui est un principe de réalité économique, en réalité, c'est-à-dire que depuis 2020, les Émirats, comme le Qatar, comme l'ensemble des pays du Golfe, bon, là, ça a changé évidemment avec l'inflexion des prix du pétrole, etc. Mais pendant 2 ans, on a quand même une situation assez délicate pour les pays exportateurs d'hydrocarbures, qui voient quand même leur économie, qui repose encore largement sur la rente des hydrocarbures, tout à fait mise à mal en fait. Et donc, je dirais qu'il y a quand même, depuis ce moment-là, une prise de conscience que, bon, il y a les oppositions idéologiques et politiques et stratégiques, c'est une chose, mais que, in fine, ils ont tous intérêt à un maximum de stabilité économique. Et donc, peut-être, le moment est venu de reléguer leurs tensions et leur petit narcissisme de petites différences dans une région qui est de toute façon consolidée maintenant avec ce verrou dont je parlais tout à l'heure, un verrou sécuritaire, que donc il est temps de se reconcentrer sur, entre guillemets, les vrais sujets économiques qui portent leur stabilité politique. Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est que alors qu'il y avait vraisemblablement un enjeu pour les Émirats et peut-être dans une moindre mesure de l'Arabie saoudite de vouloir un peu couper le sifflet du Qatar avant que ne soit donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Maintenant qu'en fait la Coupe du Monde est là et que, en dépit de toutes les critiques qu'il peut y avoir sur tout un tas de sujets, la Coupe du Monde aujourd'hui, on peut considérer que c'est un succès en réalité pour le Qatar. Et ça a un effet d'opportunité pour le reste de la région. On a bien vu à quel point Dubaï notamment bénéficie énormément du tourisme de gens qui sont en fait venus à la Coupe du Monde et qui vont passer certains jours aussi aux Émirats, etc. Donc là, on en revient un peu au principe de réalité économique, mais aussi une prise de conscience que, bon, indépendamment des rivalités, d'influence entre les deux États, ce qui sert l'un sert aussi l'autre par ricochet. Donc il y a ça. Moi, après, bon, ça, c'est une hypothèse un peu plus. Qui est peut-être. Où je prends un peu plus de risques en formulant une telle hypothèse. Mais je considère qu'en réalité, je ne suis pas la seule à le dire. C'est notamment la posture de Adam Haniyeh, qui parle vraiment de l'influence du capitalisme khaliji sur l'ensemble de la région et comment est-ce que ça a vraiment euh, redéfini les dynamiques politiques dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et lui, en fait, il souligne que c'est un peu ce truc de ce qui est bon pour l'un est aussi bon pour l'autre, c'est que, y compris dans leur rivalité, les pays du Golfe, en fait, depuis 2011, ont établi collectivement leur prééminence sur le Moyen-Orient. Et donc aujourd'hui, on est face à un Moyen-Orient qui, pré-2011, était quand même encore largement dominé par quels étaient les intérêts et les priorités occidentales. Et qu'aujourd'hui, on est face à un Moyen-Orient qui est beaucoup plus dicté par les intérêts et la ligne stratégique des pays du Golfe. Et donc, collectivement, ils ont tellement réussi à rebattre les cartes de la région qu'ils peuvent, là encore, mettre au placard leur rivalité, puisqu'ils ont collectivement établi leur prééminence sur la région. Ah oui, c'est un point tout à fait intéressant, d'autant que la guerre en Ukraine a rappelé à quel point tous ces pays, ensemble, ont réussi à s'émanciper finalement de toute tutelle américaine en politique étrangère. On l'a vu notamment dans le cadre de l'OPEP. Alors bon, dernière question, alors, avec une dimension un peu prospective. Est-ce qu'on peut dire que la crise du Golfe est véritablement révolue? Alors pourquoi une telle question? Parce que certes, il y a cette convergence entre les pays du Golfe, mais en même temps, on a l'impression que tous ces pays-là ont quand même appris à avoir des politiques étrangères très autonomes, y compris d'ailleurs les pays plutôt neutres que tu as cités tout à l'heure, à savoir le Sultanat d'Oman et Koweït. Mais aussi parce que, et tu l'as rappelé dans tes travaux, les, euh, les Émirats arabes unis ont investi aussi le terrain de la stratégie d'influence comme le Qatar. Et sur ce terrain, il y a une véritable opposition entre
les médias du Qatar qui continuent à soutenir encore aujourd'hui les sociétés civiles parfois et les oppositions dans le monde arabe, et les médias émiriens qui continuent à soutenir une stratégie clairement contre-révolutionnaire et l'autorité, et plutôt des systèmes autoritaires. Donc on a l'impression que malgré ces convergences, bon, il y a toujours un risque d'une crise prochaine. C'est difficile à dire. S'il y a une part de vérité dans ce que je viens d'expliquer sur le fait que ce qui est en fait in fine bénéfique à l'un bénéficie par ricochet à l'autre, y compris vraiment en dépit de ces politiques étrangères fondamentalement autonomes, voire opposées sur certains théâtres, il est tout à fait possible, on peut tout à fait envisager un avenir où ces rivalités demeurent, mais elles ne montent plus autant en épingle et elles ne sont plus autant montées en épingle et du coup elles ne mènent pas à une véritable déstabilisation régionale comme on a pu le voir jusqu'à récemment. Ça c'est une chose. L'autre point, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une autre rivalité monter, en réalité, qui est celle de l'Arabie Saoudite face aux Émirats Arabes Unis. Et donc là, ça, c'est une rivalité qui se joue depuis quelques années, mais qui est en train de voir le jour de manière de plus en plus claire. Et en fait, il est possible que cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, notamment sur des sujets économiques, mais pas que, soit en fait un peu la même partition qui s'est jouée entre Qatar et Émirats, à savoir qu'il est possible qu'on les voit s'opposer pendant quelques années, qu'il y ait tout un ramdam fait autour de ces tensions, etc. Alors qu'in fine, la seule chose que ça fait, c'est que ça continue de consolider la prééminence des pays du Golfe dans la région et dans le monde en réalité. Parce qu'en fait, je pense que pour résumer un peu, qu'est-ce qui s'est joué ces 10 dernières années? Et ce qui s'est joué ces 10 dernières années, c'est une multipolarisation du Golfe lui-même, à savoir que pré-2011, et avant les années 2000, pendant longtemps, dans le Golfe, on a vu, à partir des années 70, il y avait vraiment un complexe de sécurité régionale qui reposait sur le triangle Arabie Saoudite, Iran, Irak. Et puis après, le pôle irakien, pour les raisons qu'on connaît, et particulièrement l'invasion américaine en 2003, s'effondre. Donc après, on était face à une bipolarité régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et en fait, ce qui s'est joué ces 10 dernières années, c'est que, à minima, le Qatar et les Émirats se sont vraiment défendus comme étant des nouveaux pôles, en fait, au sein même de la région du Golfe. Donc, tu as multipolarisation de la région du Golfe. Et par ailleurs, à travers cette multipolarisation de la région du Golfe, on voit aussi se jouer une promotion et ils tirent vraiment leur parti de la multipolarisation à échelle internationale. Donc il y a une double multipolarisation qui se joue à travers les politiques du Golfe. Et moi, je dirais, là encore, hein, c'est peut-être une hypothèse un peu... je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est farfelue, mais elle est peut-être un peu audacieuse, que en fait, à travers ces rivalités de puissance, ce qui se joue, c'est établir la prééminence collective des pays du Golfe dans la région et dans le monde. Et donc, du coup, ça signifie que, en fait, maintenant que cette multipolarisation du Golfe est bel et bien établie, a été vraiment consolidée ces dernières années, et qu'ils tirent collectivement leur parti également de la multipolarisation à échelle internationale, c'est possible qu'on continue de voir se jouer certaines rivalités, etc., mais qu'in fine, en fait, on avance toujours dans la même direction, qui est une consolidation de l'influence et de la puissance des pays du Golfe au Moyen-Orient et bien au-delà. Très bien, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Emma pour cet entretien très riche et très instructif, et à bientôt pour un nouvel entretien. Merci beaucoup.